Bonjour, je m'appelle Elisabeth Gauthier, je suis spécialiste à la promotion de la santé Valcartier. Je vous souhaite la bienvenue à cette session sur la gestion des moments de colère. C'est une session qui dure environ 30 à 40 minutes et c'est vraiment une introduction pour vous aider à comprendre le sentiment de colère, comment il se déclenche chez vous, comment il peut être amplifié, puis pour vous aider aussi à trouver quelques stratégies pour diminuer l'ampleur et l'impact du sentiment que la colère peut avoir chez vous. Donc, je vous invite à regarder ici les diapositives, que la formation gestion des moments de colère est aussi disponible en 4 séances de 2 heures, et puis de 2 ou 3 heures, et ceci est accessible sur toutes les bases militaires canadiennes. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez y accéder, entre autres, en vous inscrivant via la promotion de la santé Valcartier, le 445 000 et l'extension le 4677. Ça me fera plaisir de vous donner les dates auxquelles on donne cette formation-là sur plusieurs semaines. Donc, avant de commencer, quelques informations d'ordre général. D'abord, vous ne pouvez pas reproduire cette présentation-là parce qu'elle appartient au MDN. Et puis, autre chose importante pour vous, cette présentation-là s'adresse à un auditoire qui est adulte. Donc, le plan de l'atelier pour aujourd'hui, ce qui sera abordé, c'est entre autres la différence entre la colère, l'agressivité et l'affirmation. Ensuite, on va regarder ensemble quelles sont les réactions de combat et de fuite lorsqu'on est en présence d'un sentiment de colère. On va voir quel est le rôle de la colère. Nous verrons ensuite l'impact de l'estime de soi sur le sentiment de la colère. Comment se vit une crise de colère, notre discours interne. On va voir qu'est-ce qu'un temps d'arrêt, puis en terminant, on va essayer d'être capable de s'exprimer un peu mieux en période de colère. Donc, quelle est la différence entre la colère, l'agressivité, l'affirmation et la passivité? Je vous dirais d'entrée de jeu qu'on a très peu de contrôle sur le fait de ressentir de la colère parce que la colère, c'est une émotion qui est normale. Par contre, on a 100% de contrôle sur la manière qu'on va exprimer et extérioriser cette colère-là, que ce soit par de l'agressivité, par une affirmation saine, c'est en tout temps un choix et non une perte de contrôle. Donc, si on regarde l'image de ce casse-tête-là, souvent on a l'impression que tout est imbriqué ensemble, c'est un peu le cas, mais c'est à nous, j'ai envie de vous dire, de définir quel sera notre casse-tête, quelles sont les pièces du casse-tête qu'on décide d'utiliser et quelles sont celles qu'on décide de laisser tomber. D'abord, la colère, comme je vous disais tantôt, c'est une émotion qui est normale, qui est naturelle, au même titre que la peur, la tristesse, la joie. Souvent, la colère, je vous dirais que c'est un déclencheur. C'est en fait un signal d'alarme qu'il y a un problème à résoudre. Puis souvent, cette émotion-là, en société, elle est mal perçue parce qu'elle va tout de suite être confondue avec de l'agressivité, mais c'est pas le cas. Donc, la colère, c'est un peu inévitable qu'on en vive parce que parfois on se sent attaqué, le sentiment de colère monte en nous, mais c'est à nous ensuite de choisir quelle pièce du casse-tête on va décider de jouer. Donc, certaines personnes vont se laisser aller à un comportement agressif, avec de l'agressivité. L'agressivité, vous savez, c'est un comportement dont l'intention est de faire mal. Il y a une intention qui est malveillante. C'est pas une perte de contrôle, mais c'est plutôt un comportement violent. Les gens ont l'impression que, en utilisant l'agression, ils vont réussir à se défouler puis à se libérer de la colère qu'ils ressentent. Mais la plupart du temps, c'est pas le cas. Les gens qui vont utiliser la violence, l'agressivité, vont alimenter leur émotion de colère, le sentiment de colère, puis la plupart du temps, l'agressivité va avoir tendance à, à augmenter, à escalader parce que l'agressivité, les comportements agressifs ne nous libèrent pas du sentiment de colère, ils vont plutôt l'amplifier. Donc, c'est un mauvais choix à prendre, puis en tout temps, bien évidemment, tous les comportements violents sont inacceptables. L'affirmation, c'est exposer ses besoins, son expérience, mais tout ça dans le respect de l'autre. Donc, exprimer ses besoins, comment on voudrait apaiser cette colère-là ou comment on voudrait que nos besoins soient répondus pour qu'on se sente satisfait et puis que l'émotion de colère ne naisse pas.
En fait, c'est les gens qui vont être capables de bien s'affirmer vont avoir beaucoup moins d'occasions où ils vont se sentir frustrés ou insatisfaits, puis l'émotion de colère va naître. Donc, une affirmation qui est saine, va prévenir les explosions de colère. Puis, si vous regardez l'image, c'est pas pour rien que l'agressivité et l'affirmation sont aux antipodes. S'affirmer d'une façon saine, ce n'est pas de l'agressivité. C'est là que socialement aussi, il faut être capable de comprendre qu'on peut exprimer une insatisfaction, exprimer un désaccord, même exprimer quelque chose qu'on sait qui ne fera pas plaisir à l'autre, mais tant qu'on le fait d'une façon respectueuse, qu'on le fait justement dans l'objectif que nos besoins soient répondus, eh bien, on n'est pas dans l'agressivité. À l'opposé de l'affirmation, la passivité, souvent les gens ont l'impression que le contraire de la colère, c'est être passif, c'est de ne pas s'exprimer, de ne rien dire, de ne pas parler du sentiment de colère. Ce n'est pas positif, la passivité, en général, parce que ce qui va arriver, c'est que le sentiment de colère, même s'il n'est pas exprimé, il va continuer à exister. Parce qu'on n'aura pas réussi à mettre un baume sur cette colère-là, on n'aura pas réussi à trouver un moyen de la diminuer et d'apaiser le sentiment. Donc, être passif, ce n'est pas une façon efficace de diminuer le sentiment de colère, de résoudre les problèmes, malgré ce qu'on peut en croire. Puis, il n'y a pas de pensée magique à avoir par rapport à l'émotion de la colère, comme si le fait de ne pas en parler ou de l'ignorer allait faire en sorte qu'elle allait disparaître. Donc, la meilleure alternative par rapport à l'émotion de colère, ben, ce sera toujours l'affirmation. De parler avant que la colère arrive, d'expliquer quels sont nos besoins pour qu'ils soient répondus puis qu'on se sente bien. Et si la colère arrive, ben, c'est de parler de cette émotion-là, puis de trouver un moyen justement de s'exprimer qui n'est pas dans l'agressivité, mais dans le respect de l'autre pour apaiser cette émotion-là. Lorsqu'on se sent menacé, quand on se sent attaqué, quand on a l'impression que les gens vont avoir des comportements désagréables à notre égard, il y a deux réactions qui sont les principales, le combat ou la fuite. Il y a aussi le fait qu'on pourrait figer, mais c'est un peu moins fréquent. Puis celle qu'on a le plus tendance à observer chez les autres et chez nous-mêmes, soit combattre ou fuir face à une menace. La fuite, c'est éviter de se sentir, de s'investir dans une résolution de problème. Quand je parlais tout à l'heure, il y a quelques secondes, de la passivité, mais c'est exactement ça. C'est de fuir la situation qui nous est menaçante, qui nous est désagréable, qui nous est insatisfaisante. Le combat, au contraire, c'est de l'affronter, mais dans le but de vaincre son adversaire. Là, on est un peu plus dans l'autre pôle, qui n'est pas nécessairement l'agressivité. Ça peut être un affrontement doux, mais quand même, c'est de combattre notre insatisfaction, là, ce qui est une menace. Pourquoi on a tendance encore aujourd'hui à adopter ces deux réactions classiques-là, qui est le combat ou la fuite? En fait, à l'origine, ces réactions-là ont évolué à partir d'un besoin de protection contre des prédateurs quand on était des hommes et des femmes de Cro-Magnon. Et c'est ça qui a permis aux humains de s'adapter dans un monde hostile puis d'assurer notre survie finalement au fil du temps. Quand notre survie physique est menacée, la réaction de combat et de fuite, ça va entraîner une super grande poussée d'adrénaline puis d'autres hormones de stress qui vont faire en sorte qu'on est capable de se sauver ou encore de battre notre ennemi. Donc, la respiration, la consommation d'oxygène va augmenter pour nous donner une meilleure circulation sanguine. La vigilance va augmenter, c'est-à-dire qu'on peut avoir une vision tunnel, vraiment focusée sur l'objet de notre menace pour être capable de se concentrer, de trouver une solution. Ce qui va se produire, c'est alors une augmentation du sentiment de puissance et de force, parce que là, on n'a pas le choix de vaincre notre menace ou de trouver un endroit pour fuir, un endroit pour aller se protéger. Donc, à ce moment-là, l'empathie va diminuer au maximum parce qu'on n'en a pas besoin.
Si on se remet, là, encore une fois, à l'époque de l'homme et des femmes, des Cro-Magnons, c'est une allégorie, là, vous comprendrez bien, mais notre empathie elle va diminuer drastiquement parce qu'on est vraiment concentré à vaincre la menace. Donc, ça, c'est comment notre corps est fait. Ces éléments déclencheurs-là, aujourd'hui, ils n'existent plus. Hein, on est beaucoup moins susceptible de vivre des menaces qui vont porter à notre atteinte à notre santé physique ou à notre survie. Donc, aujourd'hui, ce qui va beaucoup plus créer chez nous des poussées d'adrénaline, parce que notre corps fonctionne encore sur le même mode qu'avant, ça va être, entre autres, des insultes verbales, des critiques, des moqueries. Et ceci n'est pas dangereux en soi. C'est pas dangereux pour notre intégrité physique, mais c'est dangereux pour notre intégrité mentale. Ce qui va arriver, c'est qu'on risque autant de se sentir menacé. Puis, ça va déclencher encore chez nous exactement les deux mêmes réactions, soit le combat ou la fuite, avec la même intensité que si c'était par rapport à la menace de notre survie physique. Donc, quand on se sent menacé aujourd'hui, on est susceptible de vivre une émotion de colère puis de réagir encore une fois de façon instinctive, comme si on devait combattre quelque chose ou quelqu'un. C'est pour ça que on va remarquer très rapidement que les gens vont être sur la défensive, comme on appelle. L'expression populaire, être sur la défensive, comme si on doit se défendre. On va attaquer ou encore on va fuir. Donc, posez-vous la question, quand vous vous sentez attaqué, est-ce que c'est une attaque qui est réelle ou encore une fois, c'est simplement votre estime de soi, votre confiance en soi qui est attaquée? C'est super important d'en faire la distinction parce que c'est ça qui va faire en sorte qu'on va être capable de voir est-ce que la menace, elle est réelle ou la menace, en fait, je ne veux pas dire qu'elle est inventée, mais elle est attribuée à ma perception. Ça va être vraiment là, un événement, un élément déclencheur à prendre en considération. Je vous montre la prochaine image, cette image-là. Qui parle de l'estime de soi et de la colère parce qu'il y a un lien qui est clair entre les deux. D'abord, pour qu'on se comprenne bien, je vais expliquer qu'est-ce que l'estime de soi d'une façon très, très simplifiée. L'estime de soi, c'est la valeur qu'on s'accorde. C'est à quel point je me sens compétent et je me sens à la hauteur. Est-ce que j'ai confiance en moi? Est-ce que j'ai confiance en mes capacités? Donc, notre estime personnelle va influencer directement notre relation avec les autres. Plus je me sens compétent, plus je me sens à la hauteur, moins je vais me sentir attaquée souvent. Si vous regardez l'image des deux chiens, je donne souvent cet exemple-là, il faut le prendre avec un grain de sel. C'est un exemple un peu humoristique, là. Vous savez, là, les gros chiens qui sont super musclés, qui sont même un peu épeurants. Là. Je connais pas beaucoup les chiens, mais mettons qu'on va dire un pitbull, un Doberman, c'est pas des chiens qui vont japper souvent. C'est des chiens qui ils savent leur force, puis ils connaissent la portée, leur portée musculaire, à quel point ils sont capables de se défendre. Donc, les gros chiens musclés, souvent, ne se sentiront pas attaqués, ou très peu. Mais si on voit le petit chien, là, je connais encore une fois pas trop les sortes de chiens, mais un petit chihuahua qui pèse 1,5 livre, probablement qu'il connaît aussi la portée de ses muscles, puis il sait de quoi il est capable, puis il sait que la plupart des autres chiens ou des autres animaux qui l'entourent sont plus gros et pourraient être une menace. Donc, ce chien-là va se sentir attaqué beaucoup plus facilement, va se sentir apeuré beaucoup plus facilement. Donc, ce chien-là va japper beaucoup plus souvent. Fait que vous voyez, je fais la référence de l'estime de soi justement avec ces deux chiens-là. Le chien qui est plus gros, qui croit en lui, meilleure estime de lui, là, une façon de parler, se sent moins attaqué, va moins riposter. Un petit chien qui se sent tout le temps attaqué parce qu'il est petit, n'importe qui pourrait le manger, va se sentir beaucoup plus souvent attaqué, donc va japper beaucoup plus souvent, voire tout le temps. Donc, va sentir, son estime d'elle-même est moins importante, sa confiance en elle est moins importante. Donc, à ce moment-là, le nombre de menaces est beaucoup plus présent. Donc, c'est tout simplement ça. Moins on a une bonne confiance en soi,
plus on va se sentir souvent attaqué. Moins on a une bonne estime de soi, moins on se sent compétent et à la hauteur, plus on se sent attaqué par les autres, par leurs commentaires, plus on va se sentir jugé ou critiqué. Ça va nous faire vivre beaucoup plus d'insatisfaction et inévitablement faire augmenter le sentiment de colère. À ceci, j'ajouterais aussi que plus les gens ont une estime d'eux-mêmes qui est faible et une confiance en eux qui est faible, mais plus ils vont avoir de la difficulté à s'exprimer. Hein, si on se rappelle là, au départ, la première diapositive, je parlais de l'affirmation et de la passivité. Mais ça peut être pour plusieurs raisons. En fait, pourquoi une personne qui a une moins bonne estime d'elle-même est propice à se tourner un peu plus vers la passivité? Au lieu de l'expression de ses émotions, de ses sentiments, de ses insatisfactions, c'est qu'ils peuvent avoir l'impression ou ils peuvent avoir peur que leur point de vue soit pas pris en considération parce qu'eux-mêmes, ils ne se sentent pas compétents et à la hauteur. Donc, dans le regard des autres, ils vont avoir l'impression qu'ils ne sont pas compétents et qu'ils ne sont pas à la hauteur. Alors, ce qu'ils pensent n'est pas à considérer. Peut-être qu'ils ont peur qu'on les ridiculise, ce qui amènerait une double frustration et encore plus de colère. Donc, une faible estime de soi, malheureusement, nous met à risque de vivre plus souvent de la colère et en plus, rend la tâche de s'exprimer encore plus difficile. Donc, pour ceux qui écoutent là, ce webinaire-là, puis ont l'impression que leur estime personnelle peut être un enjeu, moi, je vous invite fortement à consulter un professionnel en santé mentale générale, que ce soit un travailleur social ou un psychologue, pour vous aider à faire le point là-dessus, puis vous aider vraiment à cheminer. Ça va inévitablement diminuer là, les occasions qui représentent la colère chez vous. Il y a plusieurs émotions qui se cachent sous le couvert de la colère. Si vous regardez cette image-là qui est un iceberg, la partie qu'on voit qui est hors de l'eau serait la colère, bien évidemment. Et puis, toute la partie en dessous de l'eau de l'iceberg, qu'on sait qui est beaucoup plus grande que la partie visible, serait toutes les émotions difficiles, voire négatives qu'on vit, mais qu'on a de la misère à identifier, puis qu'on va transférer en colère, qu'on va projeter en colère. Beaucoup de personnes, en fait, n'ont jamais pris la peine de réfléchir à ces émotions-là qui se cachent sous la colère, puis malheureusement, ne sont pas nécessairement capables de les distinguer quand ils les vivent. Je vous les nomme, la honte, la peine, se sentir rejeté, être inquiet, avoir peur, la jalousie, la déception, l'humiliation, une des pires, et le sentiment de culpabilité. Quand on le vit, souvent, on n'est même pas capable de les identifier. Je vous donne un exemple de déception. Il vous arrive une situation, par exemple, vous devez faire une sortie avec un ami, puis là, vous êtes super énervé d'aller à cette sortie-là, c'est le fun, vous l'attendiez depuis longtemps. Puis là, votre ami vous appelle, puis il vous dit, écoute, Joe, je pourrais pas aller avec toi à cette sortie de vélo-là parce que telle raison, mes parents sont en ville, puis je vais aller souper avec eux, donc c'est ça, je vais annuler notre sortie. Tu vous, la vraie émotion, c'est probablement de la déception. Si vous êtes déçu, peut-être que vous sentez rejeté, probablement pas de la jalousie, donc je vais choisir la déception. Vous auriez aimé être accompagné de cet ami-là, vous auriez aimé faire cette activité-là, puis là, ben, on vous l'annule sans vous proposer un remplacement, sans proposer rien. Donc, vous êtes déçu. Qu'est-ce que vous allez exprimer? Probablement de la colère. Vous allez probablement, si vous êtes dans le spectre des émotions plus négatives, puis vous n'êtes pas dans l'acceptation, vous allez peut-être être bête un petit peu avec la personne, avoir un ton désagréable, lui faire une petite remarque désobligeante. Vous allez peut-être démontrer de la colère. Puis l'intensité à laquelle vous allez montrer cette colère-là, en fait, c'est l'intensité de l'émotion de la déception.
Pourquoi les gens ont tendance à démontrer de la colère au lieu de démontrer la vraie émotion, l'émotion sous-jacente à la colère? Premièrement, c'est que on a de la misère à identifier les émotions sous-jacentes parce que la plupart d'entre nous, on ne les a pas appris. On apprend souvent les émotions un peu plus claires, comme la colère, la tristesse, la joie. Tu sais, ça, c'est des émotions qu'on a appris. Mais toutes les petites nuances, c'est-à-dire la déception, humiliation, etc., culpabilité, on ne les apprend pas, donc on a énormément de difficultés à les identifier lorsqu'on les vit. Aussi, quand on décide de s'exprimer, souvent on a plus de facilité à exprimer de la colère, hein, parce que c'est une explosion de colère, des comportements qui sont très clairs. Donc, on a l'impression que si on extériorise la colère, l'autre personne, notre auditoire à qui on exprime ces émotions-là, cette émotion de colère-là, va mieux nous comprendre. Parce que, par exemple, si on avait décidé d'exprimer la déception, ben, c'est tellement tout en nuances qu'on risque que l'autre personne ne comprenne pas notre émotion de déception, puis ne comprenne pas non plus l'ampleur de l'émotion de la déception. Donc, c'est pour ça qu'on va la plupart du temps extérioriser la colère. Ce qui est malheureux avec ceci, le fait qu'on extériorise souvent la colère, c'est que si on décide ensuite de diminuer l'intensité, le sentiment de colère, ben, si ce n'est pas l'émotion réelle, si c'est de la déception, ben, on ne travaille pas à la bonne place. Donc, ça se peut que ça s'avère être un peu inefficace. Ça se peut qu'on soit capable de gérer les comportements qu'on va avoir, comme par exemple ne pas crier après quelqu'un, ne pas adopter un ton qui est désagréable ou ne pas faire des petits reproches ou des gros reproches à la personne qui nous a déçus. Mais en dedans, l'émotion va être encore là et on ne se sentira pas apaisé. Donc, c'est pour ça que je vous donnerai l'exemple aussi facile que à 11 heures avant l'heure du dîner, si vous avez faim, ben, prendre 3 verres d'eau va peut-être vous faire du bien pendant une seconde, mais la faim va exister encore. T'sais, vous n'agissez pas sur le réel problème. Vous faites quelque chose, vous prenez action, vous êtes proactif, mais ce n'est pas la bonne action qui est prise. Donc, pour les émotions, c'est un peu la même chose. Si j'ai faim, boire de l'eau ne m'aidera pas. Si je suis humiliée, de traiter ou d'essayer de diminuer un sentiment de colère peut m'aider dans le sens où je ne vais pas avoir d'écart de comportement majeur, me mettre dans le trouble, par exemple, mais à l'intérieur, mon émotion est encore là, donc je n'aurai pas un sentiment de sérénité là, par rapport à la situation qui vient de se passer. Qu'est-ce qui explique qu'une personne réagit de façon colérique à une situation et une autre non? Donc, pour une même situation qui est désagréable, pourquoi une personne va être capable de se calmer alors que d'autres vont crier, vont devenir agressifs? Jusqu'à présent, on a compris d'où vient la colère. La colère, c'est une réaction dans notre corps quand on se sent attaqué. L'estime de soi va être un filtre qui va faire en sorte qu'on se sent plus ou moins attaqué plus ou moins souvent. Puis les émotions cachées sous la colère existent, mais pourquoi certaines personnes réagissent beaucoup plus fort et d'autres réagissent beaucoup moins fort? Le secret se situe dans le discours interne. Notre discours interne, en fait, c'est la clé. Votre discours interne, est-ce qu'il est rassurant ou encore il va venir déclencher les hostilités dans votre cœur et éventuellement dans vos comportements? Donc, tout se situe au niveau de vos pensées. Le discours interne, la façon dont vous parlez, va influencer votre bien-être physique et émotionnel et votre comportement. Donc, si on regarde la première bulle de cette image-là, la situation, d'abord, une situation n'est ni positive ni négative. Tout va dépendre de l'interprétation qu'on va en faire. Donc, suite à une situation, très rapidement, notre cerveau l'analyse, puis la situation passe par le filtre de notre perception
qui est, là, j'ai mis encore l'image des deux chiens, le japeux et le pas japeux, si je peux me permettre de me dire ça comme ça en bon français. Ici, c'est mon estime de moi. C'est là que tout va se jouer. C'est mon filtre qui va me permettre d'analyser la situation. Donc, mon estime de moi va influencer ma perception, à savoir si je me sens menacée ou pas. Si on descend avec la flèche jusqu'à la deuxième bulle, perception de la situation, dès que j'ai une perception de la situation, on peut avoir deux types de pensées. C'est-à-dire soit la flèche verte, les pensées d'adaptation, ou encore la flèche rouge, les pensées de déclenchement. Gardez ces deux mots-là en tête, pensée d'adaptation et pensée de déclenchement. Dans quelques minutes, là, je vous les explique toutes les deux en profondeur. La pensée d'adaptation, évidemment, va faire en sorte qu'on s'adapte à la situation et la pensée de déclenchement, elle, va nous déclencher la troisième bulle, les sensations physiques. Là, je fais référence, entre autres, là, à la fuite ou encore au combat. Puis, on va interpréter les sensations physiques, entre autres de palpitations cardiaques, la transpiration, notre mâchoire qui est serrée, on peut avoir des maux de ventre, on peut sentir qu'on a plein d'énergie dans les bras, dans les mains, on peut avoir chaud, moi, j'ai les oreilles rouges, par exemple. Donc, ces symptômes physiques-là vont souvent être associés au sentiment de colère, parce que c'est ce qu'on voit toujours lorsqu'on voit que quelqu'un est en colère. Donc là, on va associer les sensations physiques à une émotion, qui est la prochaine bulle, qui est la colère. Et tout ça se fait très, très, très rapidement. Je parle ici, peut-être une seconde ou deux, quelques secondes, ça commence, les sensations physiques. On les attribue à l'émotion de colère. Puis, étant donné qu'on attribue ça à l'émotion de colère, bien, la plupart du temps, là, nos comportements vont suivre en ce sens-là. Dès qu'on croit qu'on vit de la colère, on va avoir tendance à se permettre d'adopter des comportements qui sont associés à la colère. Les comportements d'agression, comme je vous expliquais là, dans la première diapositive. Donc, crier, insulter, frapper, que ce soit frapper un objet, lancer des objets, bref, tous les comportements d'agressivité. Puis là, ben, il va être trop tard. Hein? Là, on est vraiment ancré là, dans un pattern de crise de colère. Donc, là où on aurait pu stopper le cycle qui mène à l'agressivité, c'est une fois qu'on a la perception de la situation en adaptant nos pensées. Donc, il y a la situation, la bulle 1. Là, tout se joue ici avec l'estime de soi, notre estime personnelle. Ça, c'est le filtre qui va faire qu'on se sent menacé, par exemple. Puis, rendu à la perception de la situation, c'est là que, idéalement, il faudrait utiliser une pensée d'adaptation pour s'adapter à la situation. Et c'est là qu'on pourrait briser le cycle. Si on réussit à avoir une pensée qui va venir nous apaiser, on n'aura pas ensuite de sensations physiques, on n'aura pas d'amplification de l'émotion, de la colère, puis on n'aura pas de comportement agressif parce qu'on se permet de le faire. Donc, je vous présente la prochaine image, pensée d'adaptation. Qu'est-ce que c'est? Donc, une pensée d'adaptation, c'est simplement une pensée qui nous permet de s'adapter à une situation qui est difficile. Elle nous permet de rester calme. Idéalement, il faut faire preuve d'empathie envers soit la situation ou la personne qui nous a offensés. Donc, ces pensées-là vont réduire l'émotion de colère, puis vont réduire les réactions physiologiques. Et elles permettent de réagir calmement à une situation qui est stressante. Donc, je vous donne quelques exemples de pensées d'adaptation. Un exemple classique, vous êtes en voiture et puis quelqu'un va venir vous couper, puis c'est un peu dangereux, vous avez eu peur, là, rapidement, si vous faites un saut, vous devenez un peu hyper vigilant du regard, là, les mains agrippées sur le volant, peut-être une petite poussée d'adrénaline, vous sentez la chaleur là, qui traverse votre épine dorsale. Quelles seront vos pensées à ce moment-là qui vont faire en sorte que vous ne serez pas en colère, puis vous n'allez pas ouvrir votre fenêtre et crier par la tête à l'autre automobiliste. Donc, vous pouvez vous dire des pensées qui vont
faire en sorte que vous vous adaptez à la situation comme, bon, mais par chance, qu'il n'y a pas eu d'accrochage. Oups, il devait être distrait, il ne m'a probablement pas vu parce que s'il m'avait vu, c'est sûr qu'il ne m'aurait pas coupé comme ça. Vous pouvez aussi faire preuve d'empathie et dire, ben, moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Moi aussi, j'ai déjà fait un petit écart de conduite au code de la route. J'ai déjà coupé quelqu'un. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé de faire un changement de voie et de ne pas faire regarder dans mon angle mort. Puis finalement, je me suis fait klaxonner parce que j'étais en train de rentrer dans l'autre voiture. Vous pouvez vous dire aussi, est-ce que cette situation-là est assez importante pour que je m'en rappelle dans 5 ans? Là, ça va vous remettre en perspective de l'importance de la situation. Probablement pas. Écoutez, si vous vous rappelez d'une situation banale comme ça dans 5 ans, puis vous vous rappelez du linge que vous portiez, puis de ce que vous aviez mangé pour déjeuner cette journée-là, bien, probablement que c'est une situation qui était très grave, puis qui mérite, oui, qui mérite là, d'avoir vécu un vrai sentiment de colère puis de rage, mais probablement que se faire couper en voiture, tu sais, les aléas du quotidien ne feront pas en sorte que vous allez vous en rappeler dans 5 ans. Parce qu'on vit plein de frustration. Se sentir frustré, c'est normal parce que tout ne peut pas aller là, à 100% comme on voudrait, mais si on se remet en perspective, c'est pas nécessairement assez important pour qu'on s'en rappelle en 5 ans. Donc, ça ne mérite pas une émotion là, amplifiée de colère. Donc, vous voyez, toutes ces pensées-là servent simplement à vous calmer au lieu de vous emporter puis d'alimenter la colère. Pour plusieurs personnes, être capable de créer un pattern naturel de pensée d'adaptation, c'est difficile. C'est pourquoi faire preuve d'empathie pour les autres va vous aider à l'appliquer. Être capable de se mettre dans les souliers de l'autre personne, de se dire, ben, elle n'a pas fait exprès, elle ne m'en voulait pas, peut-être qu'elle a eu une mauvaise journée, peut-être qu'elle est complètement distraite, peut-être qu'elle n'a pas dormi de la nuit parce que c'est on la gastro, peut-être qu'au travail ça va mal, puis je le saurai jamais, j'ai pas besoin de le savoir, mais je suis capable de me dire que les autres ne m'en veulent pas. Ça, c'est le type d'empathie que si vous mettez en place, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à accueillir les situations qui sont difficiles. Donc, pensée déclenchement, l'inverse. Malheureusement, les pensées déclenchement, c'est le contraire des pensées d'adaptation. C'est des pensées qui vont alimenter notre sentiment de persécution. Avoir l'impression que les gens font des choses contre nous et ont l'objectif de nous blesser. Par exemple, généraliser certains comportements, comme dire, ben, tous les policiers sont comme ci, comme ça, toutes les femmes sont comme ci, comme ça. C'est généraliser des comportements, ça va faire en sorte qu'on peut prendre les choses beaucoup plus personnelles, puis on cherche à s'alimenter, puis à alimenter des insatisfactions, puis des anciennes colères qui vont reprendre le dessus. Donc, très, très, très mauvaise idée. Bref, les pensées qui augmentent notre émotion de colère feront rapidement en nous là, naître des sensations physiques, comme se sentir tendu, transpirer. J'en ai parlé tout à l'heure, les mâchoires serrées, les dents serrées, serrer les poings. Les pensées de déclenchement vont même justifier pour certaines personnes d'avoir des comportements d'agressivité. Comme par exemple, si on se dit que l'autre personne mérite qu'on lui crie après parce que elle a fait naître chez moi de la colère, c'est de sa faute, elle avait juste à agir autrement à mon égard, ben, ça va faire en sorte qu'il va rapidement y avoir un escalade de la colère, puis je vais me donner la permission, je vais me donner le droit, en fait, d'adopter des comportements d'agression, d'agressivité. Puis là, ben, à ce moment-là, vous aurez à subir les conséquences sociales qui vont avec ça. Donc, tout ceci revient à dire, en fait, là, une phrase que j'ai prononcée en introduction tout à l'heure. On n'a presque aucun contrôle sur le sentiment de colère qui va naître en nous. La seule petite parcelle de contrôle qu'on puisse avoir, c'est notre filtre. Est-ce que j'ai un filtre positif? Est-ce que j'ai une bonne confiance en moi? Est-ce que j'ai des pensées positives? Mais mis à part ça, là, les aléas du quotidien, toutes les frustrations qu'on peut confronter dans une journée, on n'a pas beaucoup de contrôle. Par contre, on est à 100% responsable d'alimenter notre colère et de l'amplifier ou non, et de choisir de se soulager avec des comportements agressifs. Donc, quand il arrive une situation, cette situation-là, on n'a pas de contrôle sur elle, c'est nous qui va décider, est-ce que moi, j'amplifie une émotion négative avec des pensées de déclenchement qui vont inévitablement finir par
dans ma tête, le justifier que j'ai des comportements désagréables, voire agressifs. Ou encore, moi, je choisis de m'adapter à cette situation-là, avoir une pensée d'adaptation qui va faire en sorte que je vais m'apaiser, je vais me calmer, puis le cycle infernal de la colère ne va pas s'amplifier, puis on va être capable de l'arrêter directement là. Une petite phrase pour vous faire réfléchir. Nous avons le choix de nourrir le positif en nous ou de nourrir le négatif. Le plus fort est celui qu'on nourrit le plus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à côté du très, très gros oiseau, il y a un petit oisillon. Donc, quel est le plus fort? Celui qu'on nourrit le plus. À chaque fois que vous vous rendez compte que votre discours interne est négatif, bien, recommencez. Trouvez une pensée d'adaptation qui va vous permettre de vous adapter à la situation désagréable. Essayez de nourrir le positif pour qu'il prenne le dessus. Ça, c'est un de mes conseils que j'ai envie de vous donner. Essayez. Ce n'est pas une fatalité d'avoir des pensées de déclenchement, mais si vous avez ce pattern-là, quand vous vous rendez compte que vous avez une pensée de déclenchement, arrêtez et recommencez. Donc, un petit rappel rapide pour apprendre à gérer vos pensées et gérer votre colère. 1, identifier les pensées de déclenchement. 2, prendre un temps d'arrêt pour y réfléchir. Dans une seconde, je vous explique qu'est-ce qu'un temps d'arrêt efficace. Ensuite, identifier les pensées d'adaptation que vous pouvez mettre en place et s'imprégner de la pensée d'adaptation pour se calmer. Relativement facile quand on prend la peine de le faire. Donc, comme je vous ai mentionné, qu'est-ce qu'un temps d'arrêt, puis qu'est-ce qu'un temps d'arrêt efficace? D'abord, dans la colonne de gauche, je vous explique qu'est-ce qui est un temps d'arrêt. Le temps d'arrêt, c'est simplement un moyen de prendre une pause pour se concentrer à demeurer calme. Le temps d'arrêt doit être une mesure qui est entendue idéalement avec les personnes avant que vous ayez un comportement inapproprié. Le retrait doit être défini en termes puis en durée. C'est-à-dire que lorsqu'on quitte la situation, lorsque vous vous retirez de la situation, vous allez dire à l'autre quand est-ce que vous revenez. Ça veut dire que quand vous prenez un temps d'arrêt, vous sortez pas de la pièce en claquant la porte et en criant « je m'en vais ». Parce que ce que ça va faire, c'est que ça va être super anxiogène pour l'autre personne. Puis, c'est comme si on utilisait le temps d'arrêt pour augmenter la chicane, pour la faire escalader, chose qu'on ne veut pas faire. Donc, quand vous quittez pour prendre le temps d'arrêt, annoncez combien de temps vous partez. Vous avez, pour la plupart du temps, pas besoin de partir pendant une semaine. Partir 20 minutes, 30 minutes, suffisant. En fait, tout ce qu'on veut, c'est revenir quand notre adrénaline a baissé, quand on sent que notre corps est un peu plus calme, mais ça ne veut pas dire que la situation va être réglée. Là, on arrive au point 4. En fait, on retourne régler la situation. Ça veut dire que quand vous allez revenir dans la situation pour parler par la suite, vous allez probablement être encore en désaccord. Il va y encore avoir une frustration, mais votre corps va être assez calme pour faire de l'affirmation. C'est-à-dire que vous parlez, comme je disais dans la diapositive numéro 1, affirmer une insatisfaction, une colère, ça peut être un sujet que l'autre va trouver désagréable, ça ne lui fera certainement pas plaisir, mais en bout de ligne, l'important, c'est d'être capable d'être respectueux, de ne pas tomber dans la critique, le reproche, le mépris, mais d'être capable justement de parler à la personne pour nommer ses émotions, nommer ses insatisfactions, puis essayer de trouver des solutions innovatrices. Donc, c'est tout simplement ça, prendre un temps d'arrêt. Je récapitule, établir la règle du temps d'arrêt avant. Donc, si vous savez que vous avez des gens là, qui viennent chercher des émotions négatives en vous, que vous traduisez en colère, vous pouvez leur dire, écoute, moi, quand ça va pas, puis quand je sens la fumée monter dans mon nez, je vais prendre quelques minutes juste pour aller faire un petit tour de bloc, pour aller prendre l'air, pour marcher, pour aller prendre un verre d'eau, puis je vais revenir te parler ensuite. Reconnaître les signes précurseurs, je vous emmène à la deuxième colonne, la colonne de droite. Quand est-ce qu'on prend un temps d'arrêt? L'erreur la plus commune, c'est de prendre son temps d'arrêt beaucoup trop tard, c'est-à-dire quand on a déjà eu un petit signe d'agression verbale ou encore des signes
d'insatisfaction. OK? Donc, je vous explique quand prendre le temps d'arrêt. Si on regarde le baromètre, le numéro 1, grand bonheur. Deuxième, numéro 2, belle journée. 3, je suis un peu fatiguée. Je me suis levée peut-être un petit peu du mauvais pied. J'aurais dormi une belle heure de plus, mais somme toute, ça va être une belle journée quand même. Rendu à 4, je suis irritable et impatient. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans votre environnement qui ne va pas bien. Il y a des gens, quand ils ont faim, ils sont irritables. Quand ils sont angoissés, quand ils sont stressés, quand il fait trop chaud dehors, quand il fait trop froid, il pleut, il y a une tornade, n'importe quoi, en fait, vous avez des soucis financiers. C'est comme un petit nuage noir qui vous suit. Donc là, vous êtes impatient. Ça veut dire que sachez, quand vous êtes au numéro 4, qu'aujourd'hui, vous êtes à risque de vivre des frustrations ou des insatisfactions. Plus on est à risque de vivre l'insatisfaction, plus on est à risque de vivre la colère. C'est tout simplement 1 plus 1, là, ça fait toujours 2. Donc, quand vous savez que vous vous levez le matin puis vous êtes au niveau 4, bien, parlez-en à vos proches. Des fois, c'est peut-être pas la bonne journée pour avoir une discussion difficile. Vous avez le droit de le nommer. Dire, ben, aujourd'hui, je me sens pas d'attaque, c'est pas une bonne journée. Est-ce qu'on peut attendre que je sois plus en forme pour discuter de tel sujet? Bon. Ça va vous sauver un peu la mise là, à ce niveau-là. Quand vous êtes rendu au numéro 5, seul moi peux savoir que je suis en colère. Des fois, vous êtes dans des situations qui vous font bouillir à l'intérieur, mais vous êtes encore capable de vous gérer. À ce moment-là, au numéro 5, c'est un bon moment pour prendre un temps d'arrêt. Ça peut avoir l'air très tôt, mais plus vous prenez le temps d'arrêt tôt, moins vous aurez besoin de le prendre longtemps, puis moins ça va être difficile de se mettre une belle pensée d'adaptation dans la tête. Donc, prenez votre temps d'arrêt tôt, allez prendre un petit verre d'eau à la fontaine, prenez votre verre d'eau, pendant ce temps-là, vous vous dites, bon, cette personne-là a eu un commentaire plate, mais c'était pas fait pour me... Elle n'a pas dit ça, là, finalement, pour me nuire ou être désagréable envers moi, elle s'en est pas rendu compte, je suis correcte, là, je vais prendre sur moi, puis on recommence, je sais que c'est une bonne personne, puis je vais continuer la discussion avec elle. Donc, 5, c'est un bon moment pour prendre un temps d'arrêt. 6, seul votre meilleur ami sait que vous êtes en colère. Si on a toutes des meilleurs amis comme ça, ou un frère, une soeur, un collègue qui nous est super proche, il arrive une situation, tout de suite, il se retourne pour nous regarder parce qu'il sait que moi, ça va me fâcher. Donc, à ce moment-là, encore une fois, c'est un bon temps de prendre un temps d'arrêt. L'erreur, le piège dans lequel on peut tomber, c'est justement de regarder cet ami-là et de s'alimenter à deux. S'alimenter dans les pensées de déclenchement. Parce que là, si nous, la personne nous reflète, ben là, tu devrais être en colère, je sais qu'habituellement, ça te fâche. Là, nous, on se met une pensée de déclenchement dans la tête. L'autre va nous alimenter parce que ça peut être un peu drôle pour lui ou pour elle de le faire. Puis là, ben, c'est parti tout de suite dans le cycle. Donc, 5 étant le meilleur moment pour prendre un temps d'arrêt. 6, prenez-le, s'il vous plaît, et ne vous déclenchez pas à 2. 7, un inconnu, c'est que je suis en colère. Je vous donne un exemple. Vous êtes dans la file au restaurant pour aller prendre votre café, puis c'est long, puis la personne en avant de vous a pris les commandes de tout son building au complet, puis elle est en train de faire préparer 6 ou 10 cafés individuels. Elle donne la recette, 2 crèmes, 2 sucres, un lait pour chacun des cafés. C'est long. Vous allez être en retard. La personne en arrière de vous commence à soupirer très fort, commence à taper du pied, commence à avoir des petits commentaires désobligeants par rapport à la personne qui est en train de commander puis qui prend beaucoup de temps. Vous savez qu'elle est en colère. Vous êtes capable de lire ces signes-là. Donc là, il commence à être trop tard pour prendre un temps d'arrêt. Parce que tout de suite, si quelqu'un vient soutenir un peu votre émotion de colère, d'exaspération, ou encore vient titiller l'émotion sous-jacente à la colère, ben, à ce moment-là, tout de suite, vous allez tomber au numéro 8, premier signe d'agression verbale. Vous allez peut-être crier une platitude, vous allez peut-être crier à la madame ou au monsieur qui fait le café qui n'est pas vide, des choses comme ça. Puis c'est de l'agression verbale, c'est désobligeant. Donc, si vous n'arrêtez pas avant ça, vous risquez de tomber là-dedans. Ensuite, on parle des comportements regrettables. Puis là, évidemment, 10 sur 10, c'est très grave. Donc, si vous avez un temps d'arrêt à prendre, 5, quand vous seulement sachez que vous êtes en colère. Puis un temps d'arrêt,
Une chose à se rappeler, ce n'est pas fait pour aller se chercher des arguments pour gagner son point. C'est fait pour aller se calmer le pompon. En terminant, un petit mot là, par rapport à l'expression. Être capable de s'exprimer sainement en période de colère, c'est difficile. Puis on a besoin de 3 compétences sociales de base là, pour y arriver. D'abord, le savoir. Le savoir, vous allez remarquer là, avec le petit guillemet, là, la petite accordéon à côté, c'est le plus petit niveau de savoir, de compétences sociales que vous avez besoin. OK? Parce que ce qu'on a besoin de savoir pour connaître les sources du conflit, c'est le point de vue de un et l'autre. Puis souvent, il y a un manque de connaissances qui est à la base du conflit. Ce qu'on appelle si communément le malentendu, c'est que vous avez pris pour acquis quelque chose parce que vous n'aviez pas l'information. Donc, ne pas connaître le point de vue de l'autre, ne pas connaître toutes les informations, c'est une dimension qui va faire en sorte que le conflit peut éclater. Mais la notion du savoir, connaître la situation, en fait, ça ne règle pas le conflit. Ce qu'il faut pour régler le conflit, c'est le savoir-faire. Savoir-faire, dans l'image, juste en dessous de la notion du savoir, vous voyez que c'est la deuxième plus grande parenthèse, là, je ne sais pas comment on appelle ça, cette petite ligne-là. Là. Mais en fait, le savoir-faire, c'est tout simplement l'habilité de mettre en application la connaissance de résolution de conflit. Il y a d'autres programmes dans Énergiser les forces qui parlent de résolution de conflit qui s'appellent Intercom. Puis, dans ce programme-là, j'explique en profondeur qu'est-ce que l'écoute active et comment faire de l'écoute active, comment faire de la recherche de solutions efficaces, puis comment trouver aussi un consensus. Donc, tout ça, le savoir-faire, ça s'apprend. Il y a des gens qui sont un peu moins bons pour écouter. Ils vont couper la parole, ils vont tomber dans des pièges comme de donner des solutions toutes faites, d'essayer de trouver à la place de l'autre. Ça, c'est très inefficace pour s'affirmer, en fait, parce que ça va bloquer la communication, ça va freiner la communication. Puis, à ce moment-là, l'autre va se fermer. Il y a des gens qui sont très, très, très habiles pour communiquer, qui sont extrêmement charismatiques. Et ceci, ça s'appelle le savoir-être. Le savoir-être, ça s'apprend, mais un peu plus difficilement, parce que la plupart du temps, on va considérer que c'est un peu plus inné, là, le charisme naturel. C'est une attitude qui est très utile à démontrer en résolution de conflits, finalement. Puis, c'est juste une volonté de trouver une solution satisfaisante pour tout le monde, d'être capable de rester calme, d'avoir un ton de voix approprié, d'utiliser des mots qui ne vont pas faire en sorte que l'autre se sente attaqué. Puis, certaines personnes sont naturellement meilleures là-dedans. Donc, habituellement, quand on a une bonne confiance en soi, on a des bonnes habiletés de communication, on a moins de déclencheurs de colère, puis on a moins de conflits interpersonnels, bien entendu. Donc, faire attention à l'effet de notre tempérament chez les autres. Le savoir-être, c'est ce qu'on projette chez les autres. Est-ce que quand je parle, les gens vont avoir tendance à m'écouter ou ils vont avoir tendance à rouler des yeux par en haut puis à être tannés parce que justement mon savoir-être est un peu défaillant? Donc, moi, je vous dirais dans un premier niveau, là, faites juste réfléchir à ça. Le savoir, est-ce que vous prenez le temps de connaître tous les aspects d'une situation? Savoir-faire, est-ce que vous avez déjà appris à résoudre des conflits? Est-ce qu'on vous a appris comment écouter quelqu'un, même écouter quelqu'un qui est en train de dire des choses que vous pouvez trouver offensantes? Puis ensuite, le savoir-être, comment votre corps, comment votre personne, votre tempérament va réagir face aux autres, parce que ça peut clairement être un aimant, c'est-à-dire que les gens vont, si vous êtes charismatique, vont avoir envie de s'impliquer avec vous dans une résolution de conflit, ou ça peut être un aimant inversé, hein, si vous n'êtes pas charismatique et que vous ne faites pas attention à l'effet que vous projetez, ben, les gens vont avoir tendance à justement pas vouloir s'investir avec vous en résolution de conflit.
Donc, si vous remarquez que par rapport à la colère, ces 3 niveaux de savoir-là, ces compétences sociales-là chez vous peuvent être à travailler, je vous invite à participer à la formation qui est 3 sessions de 1 ou 2 heures, je ne me rappelle plus, mais qui s'appelle Intercom, qui est aussi disponible sur toutes les bases militaires canadiennes. Donc, vous voyez, même dans un niveau là, de prévention puis d'éducation, il y a plusieurs ressources qu'on peut utiliser. Donc, à retenir, en terminant, un résumé de cette dernière presque heure qu'on a passée ensemble. Notre colère est déclenchée par notre perception et non par la situation. Apprendre à gérer ses pensées, c'est un outil indispensable. Rappelez-vous, les pensées d'adaptation sont à préconiser, les pensées de déclenchement sont à identifier et à changer. La pause, que j'ai appelée tout à l'heure le temps d'arrêt, est essentielle afin de garder son calme, résoudre des conflits et j'ajouterais même à ne pas se mettre dans de beaux draps avec des comportements agressifs. Et il faut bien de la finesse pour être capable de s'exprimer adéquatement en période de colère. Ça prend beaucoup de conscience de son corps et de ses propres comportements pour être capable d'en arriver à des solutions qui sont mutuellement satisfaisantes. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette session-là. J'espère aussi que vous saurez la mettre en pratique. Si jamais vous voulez avoir une formation plus approfondie dans la gestion de la colère, on offre le programme Gestion des moments de colère qui est à Valcartier sous un format de 4 séances de 2h30 chacune. Ça a habituellement lieu en matinée. Donc, vous pouvez nous rejoindre soit pour plus d'informations à ce sujet-là ou encore pour vous inscrire par téléphone 844-5000 poste 4677 ou encore par courriel promosanté.valc@forceaupluriel.gc.ca ou encore le site internet connexionfac.ca, mot-clic promotion de la santé. Promo santé, en fait, et puis vous remarquerez que tous nos sujets sont abordés sur ce site internet, que ce soit la nutrition ou encore la santé mentale, prévention des blessures, etc. Donc, j'espère que cette session vous portera fruit pour vous. Bonne journée!